Bonsoir. Je voudrais parler de la philosophie. J'ai une certaine dent contre la philosophie. Et ce qui m'intéresse justement, c'est d'étudier le discours des femmes philosophes, comme Hannah Arendt et comme Simone Veil, pour parler du milieu du XXe siècle. J'ai déjà dit à quel point il était comique de voir des gens croire que leurs valeurs ont une dimension universelle alors qu'elles ne correspondent qu'aux valeurs de leur groupe d'appartenance. Donc, à mon avis, la philosophie comporte ce même travers. C'est-à-dire que chacun croit que ce qu'il dit est universel, parce qu'il philosophe, et que philosopher, c'est accéder en quelque sorte à l'universel, alors qu'en réalité, c'est un universel complètement propre à un groupe donné. C'est l'universel de ce groupe. Tout comme d'ailleurs dans le domaine religieux, on pourrait aussi dire que les valeurs qui sont mises en avant sont les valeurs d'un certain groupe. J'ai dit l'autre jour, dans le cas du 10 commandements, par exemple, que les 10 commandements incarnaient des valeurs masculines et pas du tout féminines. Mais généralement, que ce soit au niveau de l'éthique ou que ce soit au niveau de la philosophie, ou même de l'épistémologie, il faudrait encore aller plus loin peut-être, en réalité, il s'agit toujours d'une tentative plus ou moins consciente d'imposer des valeurs à ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs, au nom de l'universel, justement, c'est-à-dire en les convainquant que mes valeurs sont universelles et que leurs valeurs ne le sont pas. C'est une lutte, ça fait partie de la guerre des sexes, une lutte constante. Il serait beaucoup plus raisonnable de dire, voilà, que là, nous avons des valeurs qui sont masculines, comme les 10 commandements. Là, nous avons des valeurs qui sont féminines, comme, je ne sais pas, moi, un certain savoir-vivre, une certaine façon de communiquer, de parler, de bavarder, sans être trop à l'affût de ce que l'autre dit, en écoutant comme ça, gentiment, en laissant parler, enfin, etc. Dans tous les cas de figure, on essaye tout le temps de nous convaincre que les valeurs de celui qui nous veut nous convaincre sont valables pour nous. Ou que les valeurs que ce groupe met en avant sont valables pour nous. Ce qui revient à peu près au même, d'ailleurs, curieusement. Alors, soit on épouse des valeurs qui ne sont pas les nôtres, ce qui pose problème, parce qu'à fin de compte, on ne pourra pas les assumer, soit on voudrait que les autres épousent nos propres valeurs. On n'en sort pas. Alors, on nous dit que la philosophie est unisexe. La philosophie ne connaît pas le sexe. Mais c'est pas du tout vrai. En réalité, la philosophie ne pense pas le sexe, mais elle est le sexe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que même si elle ne se forme, même si celui qui parle ne dit pas que ce qu'il dit, il le dit en tant qu'homme ou en tant que femme, il n'en est pas moins vrai que c'est comme ça que ça se passe. Donc, que la personne le dise ou ne le dise pas, ça ne change rien au fait. Donc, alors on va nous dire, oui, mais vous comprenez, en réalité, ces différences que vous voyez entre les valeurs des uns et des autres, elles n'ont rien à voir avec les appartenances collectives. Ce sont simplement des choix individuels. On voit bien que l'individualisme a bon dos ici. On veut dissimuler des différences fondamentales, des clivages sociaux fondamentaux, en les mettant sur le compte d'un point de vue individuel. Et à ce moment-là, on nous dit, non, la philosophie est universelle, mais il y a plusieurs philosophies, il y a
il y a plusieurs formes de philosophes, etc. Tout ça pour ne pas introduire de la sociologie dans la philosophie, pour mettre à distance la sociologie, parce que la sociologie pourrait nous dire que tel type de discours philosophique appartient à un certain groupe, et l'expression d'un certain groupe, des valeurs d'un certain groupe. Donc, arrêtons de croire que la philosophie ne parle pas du sexe. Elle en parle, mais c'est un non-dit, c'est un allant de soi. C'est-à-dire celui qui parle, quand Hannah Arendt parle du monde, elle en parle en tant que femme. Elle ne dit pas, je n'ai pas dit qu'elle en parlait consciemment en tant que femme, je n'ai pas dit qu'elle disait que ce qu'elle disait, elle le disait en tant que femme, mais c'est ce qui se passe. Parce que Simone Veil parle de philosophie, elle n'en parle pas au nom des femmes, mais c'est bien ce qui se passe, elle parle en tant que femme, et donc par conséquent, elle en parle au nom des femmes. Mais ça n'est pas conscient. Alors un autre point que j'aimerais aborder pour terminer cette soirée, c'est la question du déni de la subconscience. Du déni de la subconscience chez les femmes. Je m'explique. Si on admet que la subconscience sous-tend tout le système social, tout le système du fonctionnement et de l'organisation sociale, et si on admet que les femmes entendent remettre en question ce fonctionnement, cette division du travail, cette division des tâches, ces différentes représentations des sexes, si elles exigent en quelque sorte que cela change, que ça puisse changer, que ça doive changer, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, en fin de compte, il s'agit de casser l'image, parce que quelque part, elles sont bien conscientes que tout le système social, c'est la création de l'homme. De l'homme, pas de la femme. Et elles préfèrent elles préfèrent considérer que c'est la science qui a la clé du problème. Parce que la science, c'est la nature. Et la nature dépasse l'homme. Et donc, chaque fois qu'on peut attribuer un mérite et des valeurs, non pas à l'homme, mais à la nature, ou à Dieu, ou à la science, tant mieux, c'est toujours ça le prix. Dans la guerre contre les hommes. Donc, forcer les hommes à remettre en question la structure sociale, c'est en réalité, ce n'est pas s'attaquer à la structure sociale, c'est à travers cette attaque de la structure sociale, c'est à l'homme qu'on s'intéresse et qu'on s'attaque parce que c'est lui qui est le créateur de cette structure sociale. Donc la notion de subconscience que j'ai introduite met les femmes très mal à l'aise parce que il faut bien que cette subconscience elle ait été mise en place par quelqu'un, par des sociétés, par des hommes. Elle n'est pas de l'ordre de la nature, la subconscience. Elle est de l'ordre de la seconde nature, si on veut, mais elle n'est pas de l'ordre de la nature. Et la femme voudrait, en fin de compte, que tout dépende soit de la nature, quelque chose qui échappe à l'homme, soit du droit, et à ce moment-là, ça n'échappe pas à l'homme, mais ça peut être renouvelé en permanence, à tout instant, par un décret, par une loi. Voilà, du jour au lendemain, on décide que les femmes peuvent voter, hop, ça y est, ça peut se faire. Donc elle s'imagine donc que soit il suffira d'une loi pour changer la structure sociale, soit il faudra se référer à des lois qui correspondent à une certaine connaissance scientifique de la nature, de la biologie, du vivant, etc. Mais finalement, on ne veut pas entendre parler des sciences humaines. Parce que les sciences humaines, comme leur nom l'indique quand on dit les sciences de l'homme, ce sont des sciences fabriquées, ce sont des sciences qui sont en réalité
Ce ne sont pas vraiment des sciences, si on veut, puisqu'elles sont la création faite par l'homme. L'homme qui crée une seconde création, une seconde nature. Et tout le débat est de savoir, dans cette société dans laquelle nous sommes, avec toute l'organisation que ça implique, et ça englobe aussi le masculin et le féminin, et comment il s'agit de déterminer si c'est l'ordre de la nature ou c'est l'ordre du droit. Du droit renouvelable, on change la constitution, on change le code civil, etc. Or, il y a un troisième volet, troisième personnage qui a la subconscience, et qui ne relève ni de l'un ni de l'autre. Plus exactement, c'est le droit, mais dans une diachronie différente. C'est-à-dire, c'est un droit ancien qui se perpétue, et non pas un droit moderne qui passe. Donc c'est là la différence diachronique. Et puis synchroniquement, bien entendu, parce que le plan de la nature, la seconde nature se met en parallèle, en dialectique avec la première nature. Le plan est dans la synchronie. Donc, l'idée de forcer les hommes à reconnaître que tout ce qu'ils ont construit, finalement, toutes les représentations qu'ils ont construites, par exemple la notion de race, la notion de sexe, la notion de peuple, etc., tout ça, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi, et que ça peut être balayé d'un revers de main, ça peut être nié d'un revers de main quand on veut, quand on est disposé à le faire. Tout ça, c'est tout bénéfice pour les femmes. Parce que casser la subconscience, montrer qu'elle est complètement renouvelable, qu'elle peut être transformée, ça va bien au-delà de la question des masculins et féminins, parce que c'est la totalité même du système social qui est visée. Et le masculin et féminin, ce n'est jamais que le cheval de Troie pour conquérir la place de Troie, justement, qui est beaucoup plus globale que la question du masculin et féminin. Mais par le biais du masculin et féminin, on va trouver une faille dans le système global de la subconscience. Donc il y a une conspiration des femmes, dont elles ne sont pas nécessairement conscientes d'ailleurs, à ce sujet.